Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 88. Le tueur. Konya, mars 1248. Bâtard, idiot. Je leur avais dit de ne pas venir avec moi. Je leur avais expliqué que je travaille toujours seule, que je déteste voir les clients se mêler de mes affaires. Mais ils ont insisté, expliquant que, puisque le derviche avait des pouvoirs surnaturels, il fallait qu'ils le voient mort de leurs propres yeux. J'ai cédé. D'accord, mais pas question que vous m'approchiez avant que tout soit terminé. Ils ont accepté. Ils étaient 3 désormais. Les 2 hommes que j'avais rencontrés la première fois à la taverne et un nouveau type, qui avait l'air aussi jeune et étendu que les autres, tous s'étaient entourés la tête de foulards noirs, comme si ça m'intéressait de connaître leur identité. Peu après minuit, je suis arrivée devant Jérôme. J'ai sauté le muret, je me suis cachée derrière un buisson du jardin. Mes clients m'avaient assuré que Shams de Tabriz avait l'habitude chaque nuit de méditer dans le jardin avant ou après ses ablutions. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le vent soufflait, il faisait un froid inhabituel pour cette période de l'année. L'épée était lourde et glacée dans ma paume. Les 2 perles de corail qui ornaient sa poignée frottaient contre mes doigts. Juste pour ne pas rater mon coup, j'avais aussi rapporté une petite dague dans son fourreau. La lune était auréolée d'une brume bleu pâle. Quelques animaux nocturnes ululaient et criaient au loin. J'ai senti le parfum douceâtre des roses dans le vent qui agitait les arbres. Curieusement, cette odeur m'a mis mal à l'aise. Déjà, avant d'atteindre la maison, je n'étais pas d'excellente humeur. Là, c'était pire. Immobile, enveloppée de ce parfum trop délicat, je luttais contre une violente envie de tout laisser tomber et de quitter ce lieu lugubre sur le champ. Mais je suis restée, fidèle à ma promesse. Je ne sais pas combien de temps a passé. J'ai senti mes paupières s'alourdir et je ne pouvais m'empêcher de bâiller. Tandis que le vent fraîchissait pour une raison qui me restait inconnue, mon esprit ne cessait de revenir sur des souvenirs sombres, fastidieux, de tous les hommes que j'avais tués. Mon appréhension me surprit. En général, je ne suis pas nerveux en me remémorant le passé. Pensif et renfermé peut-être, parfois sombre, mais jamais nerveux. J'ai fredonné quelques chansons pour me remonter le moral. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai regardé fixement la porte de service de la maison et j'ai murmuré « Allez, Shams, ne me fais pas trop attendre trop longtemps, sors dans le jardin. » Pas un bruit, pas un mouvement, rien. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. De l'endroit où je me tenais, je voyais les murs du jardin. Dès que l'averse a été si forte que les rues se sont transformées en torrents, je me suis retrouvée trempée jusqu'aux os. J'enrageais. Putain, c'est pas possible! J'envisageais de renoncer pour cette nuit quand j'ai entendu un bruit plus fort que le clapotis de la pluie sur les toits et même dans la rue. Il y avait quelqu'un dans le jardin. C'était Shams de Tabriz. Une lampe à huile à la main, il avançait dans ma direction. Il s'est arrêté à quelques pas du buisson où je me cachais. « Une bien belle nuit, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Incapable de contrôler ma perplexité, j'ai cessé de respirer un instant. Y avait-il quelqu'un près de lui ou parlait-il tout seul? Savait-il que j'étais là? Pouvait-il avoir conscience de ma présence? Mon esprit bouillonnait de questions. Puis j'ai eu une autre pensée. Comment la lampe qu'il tenait pouvait-elle continuer à brûler en dépit du vent violent et des trompes d'eau? Cette question ne m'était pas sitôt venue qu'un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis souvenu des rumeurs concernant Shams. Il excellait à tel point en magie noire, disaient les gens, qu'il pouvait transformer n'importe qui en âne braillant ou en chauve-souris aveugle, par le simple fait de nouer un fil des vêtements de cette personne et de marmonner des incantations diaboliques. J'avais beau ne jamais avoir cru ce genre de baliverne, je commençais à avoir des doutes en regardant la flamme de la lampe de Shams briller sous la pluie.
je me suis rendu compte que je ne pouvais pas contrôler mes tremblements. Il y a des années, a dit Shems en posant la lampe par terre, ce qui la cachait à ma vue, j'avais un maître à Tabriz. C'est lui qui m'a appris qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est une des dernières règles. De quelle règle parlait-il? Quel langage cryptique était donc le sien? Il fallait que je décide très vite de sortir du buisson ou d'attendre qu'il me tourne le dos. Sauf qu'il ne l'a pas fait. S'il savait que j'étais là, rien ne servait de rester caché. Mais s'il ne le savait pas, je devais bien calculer le moment le plus favorable pour sortir. Puis, comme pour me perturber plus encore, j'ai remarqué les silhouettes des 3 hommes qui attendaient sous un auvent en bordure du jardin. Ils s'agitaient, impatients. Ils devaient se demander pourquoi je n'avais pas encore tenté de tuer le derviche. C'est la règle numéro 37, continua Shems. Dieu est un horloger méticuleux. Son ordre est si précis que tout sur terre se produit en temps voulu. Pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. Et pour tous sans exception, l'horloge est d'une remarquable exactitude. Il y a pour chacun un temps pour aimer et un temps pour mourir. À cet instant, j'ai compris qu'il me parlait. Il savait que j'étais là. Il le savait même avant de sortir dans le jardin. Mon cœur s'est emballé. J'ai eu l'impression que tout autour de moi, l'air avait été aspiré. Il était inutile de rester caché plus longtemps. Je me suis donc redressée et je suis sortie de derrière le buisson. La pluie s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé, plongeant tout dans le silence. Nous nous dressions face à face, le tueur et la victime. Et en dépit de cette situation étrange, tout semblait naturel, presque paisible. J'ai tiré mon épée. Je l'ai lancée de toutes mes forces. Le derviche a évité le coup avec une habileté que je n'attendais pas d'un homme de sa taille. J'allais tenter de le frapper à nouveau quand soudain l'obscurité a été agitée par 6 hommes sortis de je ne sais où, qui ont attaqué le derviche à coups de matraque et d'épieu. Apparemment, les 3 jeunes gens avaient ameuté des amis. La bataille qui s'ensuivit a été tellement intense qu'ils se sont tous retrouvés par terre, roulant dans la boue, se relevant et tombant encore, brisant leurs lames et leurs gourdins. J'ai regardé, choqué, furieux. Jamais auparavant je n'avais été réduit à jouer le témoin d'un meurtre que j'étais payé pour commettre. J'étais tellement en colère contre l'attitude de ces 3 jeunes que j'aurais bien aimé laisser partir le derviche pour me jeter sur eux. Mais je n'ai pas tardé à entendre un des hommes crier hystérique « À l'aide, aide-nous, tête de chacal, il va nous tuer !» Rapide comme l'éclair, j'ai jeté mon épée, j'ai tiré ma dague de ma ceinture et j'ai bondi vers la mêlée. À nous 7, nous avons réussi à plaquer le derviche au sol et d'un geste prompt, je l'ai frappé au cœur. Un seul cri rauque est sorti de sa bouche, sa voix cassant au plus fort du cri. Il n'a plus bougé. Il ne respirait plus. Ensemble, nous avons soulevé son corps, curieusement léger, et nous l'avons jeté dans le puits. Hors d'haleine, nous avons tous fait un pas en arrière dans l'attente du son de son corps heurtant l'eau. Jamais il n'a résonné. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé un des hommes. « Est-ce qu'il n'est pas tombé dedans ?» « Bien sûr que si, » a répondu un autre. « Comment aurait-il pu ne pas tomber dedans ?» Il paniquait, moi aussi. « Peut-être qu'il a été arrêté par un crochet dans le mur, » a suggéré un 3e. Cette suggestion semblait logique. Elle retirait de nos épaules le poids de trouver une explication et nous l'avons acceptée avec joie, alors même que nous savions tous qu'il n'y avait pas de crochet aux parois des puits.
Je ne sais pas combien de temps nous avons attendu là, évitant de nous regarder en face. Une brise légère a parcouru le jardin, envoyant à nos pieds une pluie de petites feuilles brunes d'un saule. Haut dans le ciel, le bleu sombre de l'aube commençait juste à virer au violet. Nous aurions pu rester là jusqu'au milieu du jour si la porte de la maison ne s'était pas ouverte et si un homme n'était pas sorti. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était Maulana. « Où es-tu » a-t-il crié d'une voix lourde d'inquiétude. « Tu es là, Shams ?» En entendant ce nom, nous avons tous les 7 détalé comme des lapins. Les 6 jeunes ont sauté par-dessus le mur du jardin et ils ont disparu dans la nuit. J'ai pris le temps de chercher mon épée que j'ai trouvée sous un buisson couverte de boue. Je savais que je ne devais pas m'attarder sur les lieux, pas même une seconde de plus. Mais je n'ai pas pu résister à la tentation de me retourner. J'ai alors vu Rumi tituber dans le jardin, puis soudain filer à gauche vers le puits, comme guidé par une intuition. Il s'est penché pour regarder. Il est resté sans bouger un moment, le temps que ses yeux s'accoutument à l'obscurité dans le trou. Puis il s'est reculé et il est tombé à genoux, s'est frappé la poitrine et a laissé échapper un cri terrifiant. « Ils l'ont tué! Ils ont tué mon Shams !» J'ai sauté par-dessus le mur et, abandonnant la dague tachée du sang du derviche, j'ai couru comme jamais de ma vie.